Le Tchad vit les premières heures de la Ve République. Une Ve République qui est arrivée au terme d'un consensus national porté par une nouvelle constitution, celle-là même qui a été adoptée selon un programme de médiation de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui aura permis de réconcilier les frères tchadiens, lesquels se sont retrouvés devant leurs concitoyens le 6 mai dernier à l'occasion de l'élection présidentielle qui a été un véritable succès et qui a connu l'élection dès le premier tour avec 61% des suffrages valablement exprimé du général Mahamat Idriss Déby Itno. Mais toujours est-il qu'on se pose des questions. On aimerait savoir si le consensus actuel qui semble être dégagé par l'ensemble des acteurs politiques du Tchad va durer. On aimerait aussi savoir si les bruits de bottes aux frontières ne vont pas reprendre et que si le Tchad sera capable de terminer notamment le processus transitoire qui sera définitivement finalisé avec l'organisation des élections régionales et locales afin que les différentes représentations nationales puissent exister et permettre un jeu politique qui soit davantage sain et équilibré. Nous allons donc sur ce plateau avoir les éléments de réponse nécessaires avec son Excellence Gilberto da Piedad Verissimo qui est le président de la Commission économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, et qui a été au cœur de l'ensemble du processus de transition à travers moult conciliations et le résultat que l'on a obtenu avec l'investiture hier du général Mahamat Idriss Déby Itno. Excellence, merci à vous de nous faire l'honneur de cette invitation. Merci à vous, merci à Afrique Média pour l'opportunité de un peu dresser un bilan de ce que le Tchad a vécu pendant ce temps qui nous a amené à cette première jour, vous l'avez dit, de la Ve République dans un Tchad apaisé. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Alors, c'est un Tchad apaisé. On a vu les félicitations, même très tardives, de certains acteurs qui avaient participé à l'élection présidentielle. On a vu d'autres félicitations intervenir plus tôt. On a vu un conseil constitutionnel qui a rendu aisément une décision conformément à un code électoral consensuel et aussi avec les résultats d'une agence nationale en charge de la gestion des élections qui a été une agence qui a fait le travail, on peut le dire. Alors, tout le monde semble d'accord, même si les divisions politiques restent, ce qui est tout à fait normal, parce que les uns et les autres défendent des intérêts qui ne sont pas forcément les mêmes, mais qui sont des intérêts des différentes factions, des différents groupes qui constituent le grand peuple tchadien. Alors, combien de temps pourrait durer l'état de consensus que l'on vit actuellement, malgré l'adversité politique? Combien de temps? Merci beaucoup. Je pense que le Tchad a tout pour faire permanent cet état de consensus. Donc, le Tchad a commencé avec un dialogue qui lui-même a commencé avec un pré-dialogue. Donc, les provinces ont fait ce dialogue, les autorités ont fait le dialogue avec les politico-militaires et après ils sont arrivés à un dialogue que ça a achevé le 7 octobre 2022. C'est vrai qu'à la fin de ce dialogue, on n'avait pas un consensus total. Ça, c'est clair. Il y a, moi je pense, 7 partis, organisations qui n'ont pas participé au dialogue, ont décidé de boycotter les dialogues, se sont retirés des dialogues. Ça a été la situation au 7 octobre à la fin du dialogue. Et c'est là que la médiation de la CAC a vraiment joué un rôle crucial. C'est vrai, la CAC, dès le début, après la disparition inopinée et brutale du maréchal du Tchad, la CAC s'est immédiatement mise à côté du Tchad pour l'accompagner dans la transition. Et le processus a été, on peut dire, normal jusqu'au 20 octobre, jusqu'au dialogue, parce que le 20 octobre, c'est même la conséquence des divisions que le Tchad a vécu après le dialogue.
La CAC a fait un travail dans ce sens et on peut dire que de 7 partis qui ont boycotté ou n'ont pas participé au dialogue, 6 partis ont joint la majorité des peuples tchadiens. C'est ce que je disais effectivement en vous posant la question. On connaît le travail titanesque que vous avez réalisé pour réconcilier ces frères tchadiens, les ramener dans une démarche républicaine qui leur permette de construire leur pays malgré les oppositions politiques. Ça a été un succès. Mais maintenant, quel est le bilan que vous faites notamment des institutions qui ont été mises en place au terme du consensus final qui s'est dégagé, notamment avec la création de l'Agence nationale de gestion des élections, dont en est très fier d'ailleurs l'ancien Premier ministre Succès Masra. Est-ce que vous pensez que ces institutions-là qui sont nées après, ou alors le consensus qui a été dégagé aussi majoritairement dans la loi fondamentale actuelle, pensez-vous que ces éléments-là puissent garantir une durabilité du jeu politique et apaisé que l'on connaît aujourd'hui au Tchad? Oui, ma réponse c'est positive. C'est positif parce que je vais m'appuyer sur ce qu'a dit l'ancien Premier ministre Succès Masra. Il a même dit que dans l'histoire du Tchad, le Tchad n'a jamais eu une agence de gestion des élections telle que lui-même a mis en place avec les documents voté par le Conseil des ministres qu'il a dirigé. Et donc, je pense que les éléments sont là. Peut-être il y a d'autres choses à traiter. Et dans les contacts que j'ai eus avec quelques des acteurs, ils ont soulevé la situation de la révision du fichier électoral et que je pense ce n'est pas une faute de l'ange ou des autorités du pays. La réalité, c'est qu'il y a des acteurs qui ont décidé de boycotter ces fichiers au moment où ils ont mobilisé ces partisans pour ne pas se faire enrôler. Se faire enrôler. Donc ça veut dire qu'il y a des Tchadiens qui ne sont pas partis de ces fichiers électoraux aujourd'hui. Mais ça, ce n'est pas une faute aux autorités. On peut dire que c'est une faute même à ceux qui aujourd'hui sont en train de critiquer les fichiers électoraux. Donc, comment ça va se faire? Ça, c'est une autre chose. Mais ça, c'est une chose qui devait se faire et aller aider à améliorer les consensus qui existent déjà. Et je pense que aussi le consensus peut durer si les élections locales, législatives et locales se font dans un, le président hier a dit, dans un délai raisonnable, et j'ai utilisé les mêmes mots. Je pense que ce serait bon pour le Tchad si le Tchad pourrait organiser les élections législatives et locales jusqu'à la fin de cette année 2024. Comme ça, le Tchad pourrait partir en 2025 avec un cadre légal, législatif complètement établi et prêt pour le développement. Alors, vous pensez que ces élections locales pourraient se tenir d'ici la fin de cette année, en tout cas vous aimeriez, mais pensez-vous que du point de vue financier, également du point de vue technique, qu'un tel délai soit raisonnable, quand on sait par exemple que ce fichier électoral, il va falloir le réouvrir pour que les Tchadiens qui hier avaient été invités au boycott par certains leaders politiques puissent maintenant avoir la possibilité de s'y inscrire massivement afin que les élections locales, qui sont parfois les plus sensibles, puissent être les plus représentatifs possibles. Pensez-vous que le délai matériel, qu'on ait d'ici à décembre, le temps matériel et aussi les moyens suffisants pour une telle opération? Bon, du point de vue de financement je profite pour faire un appel aux partenaires de Tchad, aux États membres de la communauté de l'Afrique centrale
et aux partenaires multilatéraux du Tchad pour aider. Parce que l'organisation d'une élection législative comme telle, on a eu presque 8 millions de votants pour ces élections. Peut-être il y a 1 million, 2 millions qui ne sont pas enrôlés. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, même l'opposition, ceux qui ont mobilisé ces partisans pour ne pas s'enrôler, ils ont compris les mauvais choix qu'ils ont faits. Donc, ça veut dire que s'ils mobilisent ces partisans, tout le monde va rapidement, et le Tchad peut rapidement avoir tous les votants enrôlés. J'ai vu que même hier, j'ai commenté qu'il y avait beaucoup de jeunes, 12 ans, 13 ans, dans les manifestations pour l'investiture du président. Et parfois, ça donne l'idée de que ces gens sont mes partisans et peuvent me faire élire président de la République. Donc, il y a d'autres. Il y a d'autres. Mais je pense que les leaders politiques du Tchad, en général, ils ont bien compris l'importance de l'enrôlement pour élire les autorités. À ce moment, on a les Tchadiens ont voté pour un seul poste, le président de la République. Les Tchadiens, avec les élections législatives et locales, vont voter par d'autres postes. Ça veut dire que ceux qui ont un intérêt d'avoir un poste à niveau national, dans l'Assemblée nationale ou à niveau local, ils ne sont pas enrôlés, ils vont venir immédiatement pour se faire enregistrer. Et ça, c'est pour ça que je pense que, oui, jusqu'à décembre, il est possible. En tout cas, on comprend clairement que vous êtes pour un accompagnement qui aille dans ce sens-là. Et on sait aussi également que la CEEAC, c'est 11 États d'Afrique centrale et beaucoup de ces États partagent des frontières avec le Tchad et donc ont un intérêt à ce que la paix et la stabilité soient dans ce pays. Et vous vous engagez à travailler dans cette dynamique et on sait que cela pourrait effectivement énormément contribuer, comme on l'a vu d'ailleurs pendant ce qu'on peut appeler la première phase, à la réussite, au plein succès d'une telle opération. Alors, je voudrais maintenant que vous puissiez nous décliner un peu votre agenda au cœur de votre rôle de médiateur ici au Tchad, que vous puissiez nous dire ce qui va se passer très prochainement. On sait que les élections locales sont un objectif majeur pour vous, mais à côté de tout cela, comment est-ce que la CEEAC compte se déployer pendant les prochains mois, voire la prochaine année ici au Tchad? On peut dire que la première phase du processus est finie. Le Tchad, on ne peut pas dire que le Tchad est encore en transition, parce que le Tchad a déjà un président élu. Donc au moment qu'il n'a pas un président de transition, il n'a pas une transition. Donc le Tchad est devenu, depuis hier, un État normal par rapport à la situation politique dans la région Afrique centrale. Donc, dans notre région, nous avons un seul État en situation de transition, c'est le Gabon. Le Tchad n'est plus en transition. Là, CEEAC a la responsabilité d'accompagner tous les États qui organisent des processus électoraux ou référendaires. Donc, ça veut dire qu'au moment que le Tchad, maintenant, et nous allons accompagner le Tchad pour organiser dans les plus brefs délais possibles les élections législatives et locales. Donc,
la CSC va l'accompagner tel qu'il le fait avec les autres États. On l'a fait avec la République centrafricaine, qui a organisé le référendum constitutionnel. La CSC a accompagné. La CSC a accompagné l'élection générale en République démocratique du Congo. Et c'est de la même façon que la CSC va accompagner le Tchad pour organiser les élections législatives et locales. Alors, est-ce que ce sera une mission? On sait que le premier accompagnement dans le cadre de la présidentielle n'a pas été facile. On sait que le Tchad est un pays qui connaît beaucoup d'enjeux géopolitiques et géostratégiques. Tout le monde ne veut pas forcément aider le Tchad pour que le pays puisse se redresser au plan démocratique. Alors, est-ce que vous entrevoyez d'autres défis pour ces élections locales? Pensez-vous que le Tchad soit capable de compter sur ses partenaires en l'état actuel? Et si oui, lesquels? Oui, le Tchad peut compter d'abord avec tous les autres 10 États membres de la communauté. Clairement, le Tchad peut compter avec ces États, ses partenaires. Et nous sommes en train de faire un travail pour mobiliser d'autres partenaires. Le Tchad a beaucoup reçu l'appui des Nations Unies, de PNUD ici. Et je pense que le Tchad va continuer à compter avec cet appui. Et d'autres, nous allons mobiliser pour le Tchad. Et le Tchad est dans un environnement difficile parce qu'il y a toujours les cadres géostratégiques des voisins ont toujours un impact dans un État comme le Tchad. Et dans ces cas, les cadres géostratégiques dans les pays voisins, une bonne partie des pays voisins du Tchad, ce n'est pas un cadre un cadre qui peut donner dans des impacts positifs. Ce sont des impacts négatifs. On voit le Soudan, on voit le Niger, même le Nigeria, la Libye. Donc, où il y a des situations qui peuvent générer un impact négatif sur le Tchad. Donc, le Tchad doit se préparer pour ça. Avant tout, le propre Tchad doit se préparer pour ça, pour éviter que cette situation, la situation dans ces États, vraiment soit trop sentie dans l'environnement, l'atmosphère politique nationale. Donc, mais le Tchad n'est pas une île. Ça veut dire qu'il y a toujours d'autres intérêts qui peuvent aussi se manifester négativement au Tchad. Mais le Tchad est préparé pour ça, je pense. Alors, Excellence, bientôt nous allons arriver au terme de cet entretien, mais j'aimerais que vous puissiez nous permettre de mieux comprendre comment est-ce qu'un pays comme le Tchad pourrait être le moins impacté possible des influences géopolitiques et géostratégiques du monde entier. Rappelez que c'est un pays qui regorge beaucoup d'intérêts géostratégiques, géopolitiques et même géostratégiques. Alors, comment est-ce que dans une telle configuration actuelle de redressement total de l'État tchadien, comment est-ce qu'on doit, quels sont les grands facteurs qu'il faut absolument prendre en compte pour non seulement ne pas se faire exclure notamment de la communauté internationale, mais rester au sein de celle-ci tout en évoluant sur la base de ses propres intérêts nationaux? Oui, je dirais que le premier effort que le Tchad doit faire, c'est de connaître vraiment ses propres intérêts. Quels sont les intérêts du Tchad? Hier, j'ai entendu, son Excellence, Monsieur le Président Mohamed, dire que la souveraineté du Tchad n'est pas négociable. Mais ça, qui a été dit par le Président de la République,
doit être la doctrine pour tout le leadership du Tchad. Et si le président Mahamat arrive à rassembler les dirigeants tchadiens autour de ça, ça c'est la principale chose à faire pour vraiment pouvoir vaincre toutes les difficultés. Sinon, s'il y a des gens qui pensent que la souveraineté, ce n'est pas une chose vraiment importante, c'est une chose qu'on peut dans un moment négocier pour obtenir quelque chose dans le cadre individuel, ça va poser un problème. Je pense que les autorités tchadiennes, c'est le président Mahamat, doit pouvoir rassembler toute son équipe et son équipe doit travailler pour rassembler tous les peuples tchadiens sous ces piliers. La souveraineté du Tchad, la connaissance des intérêts du Tchad. Et avec ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, et même si on parle du Tchad, il a eu toujours cette difficulté au Tchad de connaître les vrais intérêts et rassembler tout le monde autour d'un intérêt. Un intérêt qui a été bien établi, je pense, cette fois, la souveraineté du Tchad. Monsieur le Président, on va sortir de cet entretien en vous demandant si vous aurez quelques mots pour le peuple tchadien, les Tchadiens qui nous regardent actuellement et aussi, pourquoi pas, pour les Africains qui ont beaucoup suivi le Tchad pendant cette période transitoire et qui s'est terminée avec cette élection présidentielle du 6 mai. Alors, avez-vous quelque chose à dire aux Tchadiens d'abord et aux Africains par la suite? Oui. Oui. Les Tchadiens ont donné une leçon à toute l'Afrique. Avec la mort de Marshal Idriss Déby Itno, je pense que tout le monde pensait que le Tchad allait se perdre complètement dans une situation où jamais on pourrait regarder un Tchad tel qu'il est aujourd'hui. Et le peuple tchadien tout entier a montré qu'il a pu surmonter les douleurs ou peut-être se rassembler autour de ces douleurs de la perte du Marshal pour montrer qu'ils pourraient être unis. Et c'est ça que les Tchadiens doivent continuer à montrer. La possibilité de être ensemble, vivre ensemble, dans un environnement où il y a des différences. Parce que j'aime dire, même au ciel, il y a les différences. Il y a les anges, il y a les diables, il y a Dieu, il y a... Donc ici, il y aura toujours des différences. Mais il faut connaître les intérêts et mettre les pays d'abord. Et c'est ça que les Tchadiens doivent faire. Mettre les pays avant tout. C'est ça que les Tchadiens ont fait. Ils l'ont montré pendant ces 3 ans. Les Tchadiens ont montré qu'ils peuvent vivre ensemble. Il y a eu des difficultés. Ils ont su surmonter les difficultés. Et aujourd'hui, nous sommes là avec un président élu, avec un environnement pacifié. Il y a encore d'autres qu'on doit les faire venir au pays, mais nous allons continuer à appuyer le Tchad, les autorités tchadiennes, pour faire venir ceux qui sont ailleurs et qui n'ont pas encore pensent
n'ont pas une place au pays. Je pense qu'il y a une place pour tout le monde. Le Tchad a besoin de tout le monde. Le Tchad a besoin de cadres, besoin d'un développement. Et on peut pas, un État ne peut pas faire le développement avec une partie de ses citoyens. Ce sont tous les citoyens qui peuvent amener un État à un cadre vraiment de développement. Et le Tchad a toutes les conditions pour se développer. Toutes les conditions pour se développer. Merci à vous, Excellence. Merci, merci à vous. Merci à vous. Cet entretien est à présent terminé. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Nous allons rester bien sûr sur le continent à vous proposer le traitement des enjeux, mais alors les enjeux qui regorgent les intérêts véritables du continent africain afin que nous puissions ensemble mieux nous comprendre et savoir à quoi nous attendre demain. On se retrouve très vite.